Donc, ce sera la suite de ce qu'on a fait ce matin. On commence la physiopathologie avec un petit dossier. Très bien. Une jeune femme est amenée aux urgences médicales dans un état de confusion après avoir été retrouvée à la maison avec un flacon d'aspirine. Avec un flacon d'aspirine. Ça existe un flacon d'aspirine? Oui, ça existe. Vide sur son lit. Donc déjà, il faut penser à quoi? Il faut penser à une intoxication au salicilaire, une intoxication à l'aspirine. Très bien. À l'admission, elle est en hyperventilation. S'il vous plaît, c'est très important. Tous ces signes doivent être retenus et expliqués. Elle est en hyperventilation. Elle transpire abondamment. Le pouls est à 120 battements par minute. La tension artérielle à 11,6 et la température à 39,5. D'accord? Donc elle est en hyperventilation et il y a une hyperthermie. Elle est à 39,5. D'accord? Très bien. pH à 7,20. pH à 7,20, est-ce que c'est normal? Et en acidose. Le pH normal, compris entre 7,36 et 7,42. 7,38 à 7,42. Très bien, très bien. PCO2 à 26, bicarbonate à 10, sodium à 131, potassium à 3,2, glucose 0,59, urée à 0,60, lactate à 45 mg par décilitre. Temps de cuic à 18 secondes, le témoin étant à 14. La chimie urinaire montre des corps cétoniques présents en grande quantité, pas de glucose ni de protéines. Donc ça, c'était les données cliniques et les données biologiques. Vous posez la question, c'est quoi le rapport avec la physiopathe? Maintenant, vous l'avez deviné. Hein? Vous l'avez deviné ou pas? De quel trouble acido-basique s'agit-il? Une acidose respiratoire, une alcalose respiratoire, une acidose métabolique, une alcalose métabolique, une acidose respiratoire compensée. Compensée. S'il vous plaît, de quel trouble s'agit-il? Mais pour répondre à cette question, première chose. Le pH, il est comment? Elle est en quoi? Elle est en acidose. Quelle acidose? La pression de CO2. Pourquoi? Non. De la clinique, que pouvez-vous deviner seulement de la clinique? Les informations de l'hyperventilation et l'aspirine. L'aspirine est un salicylé. Donc c'est considéré comme un anion organique. Et les anions organiques sont responsables des acidoses métaboliques à taux anionique élevé. Ça, c'était la première information. Deuxième information, c'est qu'elle est en hyperventilation. L'hyperventilation, elle s'accompagne de quoi? Oui. Et du oui, et bon, du alcalose respiratoire. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut parler ici de quelque chose qui est respiratoire? Est-ce que la question que je vais vous poser, est-ce que l'hyperventilation, est-ce que cette hyperventilation intervient dans ce trouble? Non. C'est là, n'est pas concentratoire. Pas encore. Non. L'essentiel, c'est qu'elle n'est pas impliquée parce que vous devez vous dire que l'alcalose, vous devez vous dire que l'hyperventilation, elle cause des alcaloses respiratoires. Je suis en acidose. Donc ça va, il a معرفتوش كامل باللي c'est l'aspirine qui est responsable de cette acidose. على بالكم les phénomènes respiratoires qui sont en cours عند هاد la patiente, elle est en hyperventilation. Elle ne peut pas avoir une acidose respiratoire, d'accord? Puisqu'elle est en train d'hyperventiler, elle est en train d'éliminer le CO2. Donc ce sera une acidose métabolique à taux anionique élevé. Normalement, c'est une acidose mixte. On va éviter les détails. On va suivre le schéma, le cours le cas clinique comme il a été présenté. C'est une acidose métabolique. Pourquoi? Parce que je suis en acidose, parce que le pH est diminué. Je suis orienté vers la cause métabolique. Pourquoi? Parce que la clinique ou l'histoire me montre qu'il y a une intoxication aux salicylés. Et les salicylés sont des anions organiques qui sont responsables d'acidose métabolique. Je touche le taux de bicarbonate. Il fallait regarder le taux de bicarbonate qui est diminué. Très bien.
On avance. Le tableau biologique est compatible avec une intoxication au salicylé. Et là, vous voyez qu'il y a des questions au début de chaque clinique qui sont décisives. Donc, on va suivre la réponse qui va nous permettre de réfléchir quel est le cas clinique. Parce que vous allez voir que tous les QCR qui vont faire suite, on va répondre à la question. Une intoxication, heureusement qu'elle est facile. Une intoxication au salicylé. Il a dit non. Un coma acidocétosique d'un diabète sucré inaugural. On va vous dire, on va essayer d'expliquer pourquoi. Une maladie paroxysomale cétogène. Une hypocalémie paroxystique familiale. Toutes les questions sont à choix simple. D'accord. Donc vous avez choisi une seule réponse. Une déficience en pyruvate déshydrogénase. Quelle est la réponse juste? Elle était allongée avec une bouteille d'aspirine. Donc on va... Ça, l'hypothèse des corps cétoniques du diabète inaugural, elle est explicable, elle peut être relevée, mais là, cliniquement, en cas de coma acidocétosique, un des éléments biologiques qui définissent le coma acidocétosique. Et quels sont ces éléments cliniques? C'est une glycémie élevée, qui est supérieure à 2,5. C'est la réponse juste. J'ai oublié. Je suis au niveau glycémie. Donc je ne peux pas définir un coma acidocétosique. D'accord? Très bien. Donc, elle est allongée avec des salicyliques. C'est une intoxication au salicylique. C'est une intoxication au salicylique. Très bien, très bien. Intoxication au salicylique. Allez. Quel était le trouble acidocétosique ou l'acidobasique, acidobasique primaire? Donc, comme avant ce coma cette acidose métabolique, il y avait un autre trouble. Quel est le trouble primaire? Acidose métabolique par défaut d'excrétion rénale de H+ titrable et NH+, acidose respiratoire par rétention de CO2, alcalose métabolique par perte de H+, alcalose respiratoire par stimulation bulbaire directe des salicylés, acidose métabolique par accumulation des corps cétoniques. Quelle est la réponse juste? C'était un cas clinique assez difficile. D'accord. Le trouble, s'il vous plaît, comment peut-on répondre à cette question? Soit nous connaissons une scène chine, il y a la physiopathe ou la belle, les salicylés, mais bien la fonction de c'est l'activation bulbaire de l'hyperventilation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ma patiente, elle était en hyperventilation. D'accord? Donc, je dois penser à ce qu'il y ait un autre trouble qui était là. Donc, on va expliquer les phénomènes physiopathologiques de l'intoxication. Donc, faire voilà, expliquer un trouble, donc il y a un autre trouble. Le deuxième élément, je vous avais dit qu'elle est en hyperventilation. L'hyperventilation, je viens de vous le dire. L'hyperventilation est responsable de la majeure partie des hospitalisations en soins intensifs. Par l'intermédiaire de quoi? Des interstices respiratoires. Des alcaloses respiratoires. Parce que l'augmentation de la ventilation augmente l'élimination du CO2, et l'élimination du CO2 me réduit la capacité de la force acide au niveau de mon organisme. Je vais essayer de compenser ce CO2, et ce CO2 il est compensé par la transformation, la fameuse équation d'Asselbach qui dit que CO2, H plus bicarbonate, tout est H2O plus CO2. Je suis en train d'éliminer le CO2 dans l'hyperventilation. D'accord? Donc en éliminant le CO2, je dois récupérer ce CO2. Il va stimuler le centre bulbaire, d'accord? Le CO2, il y aura une... Bon, les salicylés vont stimuler le centre bulbaire, il y aura une hyperventilation. L'hyperventilation élimine le CO2. Le CO2 doit être récupéré. Donc pour récupérer ce CO2, je vais le compenser. Dans le compensant, je vais dégrader le H+. Je vais prendre H+, l'intégrer à l'intérieur du bicarbonate pour redonner du CO2. Et donc il y aura une diminution du H+. Il y aura une diminution du H+, et cette diminution du H+, est responsable d'une alcalose. Cette alcalose, c'est une alcalose respiratoire. Je suis en train, s'il vous plaît, le CO2 est acide.
soit le CO2 soluble, soit le CO2 quand il est responsable de la synthèse des H+. Le CO2 est acide, d'accord? Quand j'élimine le CO2, j'aurai une alcalose. L'hyperventilation, elle me provoque une élimination du CO2 parce qu'au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, la diffusion du CO2 se fait dans le sens organisme-environnement, organisme-atmosphère. La concentration du CO2 au niveau de l'organisme est plus élevée que la concentration du CO2 dans l'atmosphère ou dans l'environnement. Donc le CO2 en plus a une diffusion très facile et très rapide à travers la barrière alvéolo-capillaire, et donc quand je respire, je vais éliminer du CO2. L'élimination du CO2 va être responsable d'une alcalose. Donc quel était le trouble primitif? Celui qui a précédé ce trouble, c'est une alcalose respiratoire. C'est une alcalose respiratoire. Quelle alcalose respiratoire? Oui. Alcalose respiratoire par stimulation des salicylés. Les salicylés, on devrait en parler parce que maintenant, il faudrait vous en parler. Les salicylés, ou bien la majorité des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS. Les AINS, dont le chef de file est l'aspirine, même si certains considèrent les AINS ou l'aspirine, là on va suivre la voie classique qui dit que l'aspirine est un AINS. L'aspirine est un AINS. C'est un AINS classique. Même si les cardiologues disent un peu le contraire. Ce n'est pas important. Il faut savoir que ces AINS, dans l'aspirine, ont plusieurs effets. C'est une molécule magique. C'est une molécule qui a fait une révolution dans la médecine. On va essayer d'énumérer leurs effets. Donc beaucoup d'effets. Ça, 5 effets principaux qui vont nous être utiles pour le cas clinique. L'aspirine est un antipyrétique. L'aspirine est un antipyrétique. 1. 2. C'est un antalgique. Il est très fort. Le diclofénac. Donc, ce sont des antipyrétiques, des antalgiques, des anti-inflammatoires, des anti-inflammatoires. Zidou. Anti-agrégants plaquettaires. Anti-agrégants, mais chez anticoagulant, attention, la coagulation est l'hémostase primaire, la coagulation est l'hémostase secondaire, l'agrégation plaquettaire est l'hémostase primaire. Les AINS vont inhiber l'agrégation plaquettaire. Je ne sais pas s'il faut entrer dans ces détails, on va parler de la cyclooxygénase. Donc c'est des anti-agrégants plaquettaires et surtout, et retenez-le bien, c'est des découplants de la chaîne respiratoire mitochondriale. C'est des découplants de la chaîne respiratoire mitochondriale. C'est des découplants de la chaîne respiratoire mitochondriale. Les 5 effets de l'aspirine, vous devez les retenir. Antipyrétique, antalgique, anti-inflammatoire, anti-agrégant plaquettaire et découplant. Chez inhibiteur, il faut faire la différence entre un inhibiteur de la chaîne respiratoire et un découplant de la chaîne respiratoire. S'il vous plaît. Est-ce qu'on est d'accord? Les effets qui sont cités dans ce cas clinique, c'est le fait d'activer la respiration. Ils activent la respiration par deux phénomènes. Un phénomène périphérique qui est l'augmentation de l'élimination l'élimination de la production du CO2, puisqu'ils augmentent la thermogenèse, puisque c'est des découplants de la chaîne respiratoire, et ils ont aussi un effet central. Ils activent l'activité bulbaire pour réaliser une hyperventilation. Et cette hyperventilation favorise, c'est elle qui prédomine, elle va favoriser l'élimination des CO2 et l'apparition d'une alcalose respiratoire. Vous, en tant que 3e année, vous retenez que l'hyperventilation sera responsable d'une alcalose. De quel type? De type respiratoire. Alcalose respiratoire. Très bien. L'hyperthermie s'explique par l'hyperthermie. 39,5. Elle était à 39,5. Elle s'explique par quoi? Le découplage des oxydations phosphorylantes,
l'inhibition du cycle de Krebs, l'augmentation de la consommation d'oxygène, l'augmentation de la demande en ATP, l'inhibition de l'agrégation plaquettaire. Quelle proposition? Aïe. Est-ce que vous avez bien lu le QCM? Il fallait cocher la réponse fausse. Mais, donc s'il vous plaît, allez, il fallait cocher la réponse fausse. Il fallait cocher la réponse fausse. Le découplage des oxydations phosphorylantes. Je viens de vous dire que l'aspirine était un découplant de la chaîne respiratoire mitochondriale. C'est un découplant de la chaîne respiratoire mitochondriale. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'effet de découplage? Ça veut dire que la synthèse d'ATP va être découplée, la phosphorylation va être découplée à l'oxydation qui est le cheminement des H+ et des électrons entre un complexe et un autre complexe. Donc il y aura une augmentation de la synthèse de chaleur. L'inhibition du cycle de Krebs, je ne suis pas très d'accord. En fait, il n'y a pas une inhibition du cycle de Krebs, il y a une saturation du cycle de Krebs. Tous les cycles de Krebs de la cellule ou bien tous les enzymes du cycle de Krebs vont être occupés dans la thermogenèse puisque la chaîne respiratoire mitochondriale va être activée excessivement. Et la chaîne respiratoire, elle fonctionne avec quoi? Elle fonctionne avec les NADH, H+, produits au niveau du cycle de Krebs. Donc il y aura une activation de tous les cycles de Krebs qui seront saturés. L'augmentation de la consommation d'oxygène, oui, puisqu'il y a une augmentation de la fonction de thermogenèse et de la fonction mitochondriale. L'augmentation de la demande en ATP, oui, il y a une augmentation de la demande en ATP parce qu'il y a une thermogenèse qui est importante et il y a un découplage de la chaîne respiratoire et l'inhibition de l'agrégation plaquettaire, elle n'a rien à faire ici. D'accord? Vous voyez, comme les effets de l'aspirine, mais c'est clair que ce n'est pas à cause de ça qu'il y a hyperthermie. L'agrégation plaquettaire et l'hyperthermie n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. La présence de corps cétonique. Allez rapidement, le cas clinique est comme ça. La présence de corps cétonique dans les urines est liée à, on a la réponse juste, l'activation de la lipolyse, le déséquilibre électrolytique, l'augmentation de la sécrétion rénale de HCO3-, l'allongement du temps de Quick, la stimulation du cycle de l'urée. Quelle est la réponse juste? Bravo, l'activation de la lipolyse. Dans votre cours de physiopathologie du coma, acidocétose. Ah, l'acidocétose diabétique. L'acidocétose diabétique est due à quoi? D'abord, on la rencontre chez les diabétiques de type 1 ou de type 2? De type 1, sûr. 2, sûr. Bien, d'accord, c'est important. L'acidocétose diabétique est rencontrée surtout chez les diabétiques de type 1, chez les diabétiques de type 1, qui a une insulinodépendance, Le diabétique de type 2 a surtout une insulinorésistance. On ne retrouve pas vraiment, pas toujours, des comas acidocycliques chez un diabétique de type 2. Qu'est-ce qu'on retrouve chez un diabétique de type 2? On retrouve surtout des acidoses lactiques. Par erreur de prise médicamenteuse. Quand il y a un surdosage à la metformine, chez les diabétiques de type 2, il y a une augmentation de la néoglycogénèse. Il y a une inhibition de la néoglycogénèse, une accumulation des lactates et une acidose lactique. Ce n'est pas notre sujet. Le plus important, c'est que ce que je veux vous dire, c'est que l'insuline, par définition, inhibe la synthèse des corps cétoniques. L'insuline inhibe la synthèse des corps cétoniques. C'est quoi le rapport avec le clinique? S'il vous plaît, les corps cétoniques qui sont produits à partir de quoi? Mon problème dans cette proposition, c'est les corps cétoniques. Les corps cétoniques qui sont élevés dans les urines. Mais on dit des corps cétoniques qui sont en train d'être produits. Pourquoi il y a des corps cétoniques qui sont en train d'être produits? Rapidement. Je suis en train d'activer la cétogenèse. Pourquoi? Bravo. Et pourquoi? Non. Il n'y a pas assez de glucides.
En fait, il y a une activation de la thermogénèse. Il y a une activation des besoins énergétiques. Il y a une activation des besoins énergétiques à cause de l'effet découplant de la chaîne respiratoire. Donc l'augmentation de la thermogénèse a activé tous les mécanismes qui puissent produire de l'énergie. D'accord? Parmi les mécanismes qui produisent l'énergie, j'ai la lipolyse. Pourquoi je réalise la lipolyse? Je réalise la lipolyse pour dégrader les triglycérides, pour en tirer des acides gras. Les acides gras, qu'est-ce qu'ils vont subir? La bêta-oxydation. La bêta-oxydation, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, en quoi il peut être utilisé? Il peut soit être orienté vers le cycle de Krebs pour me donner des donneurs d'hydrogène qui seront orientés vers la chaîne respiratoire mitochondriale, mais l'acétyl-CoA peut aussi être orienté dans la cétogenèse. Dans la cétogenèse, il y a justement une augmentation ou une activation de la lipolyse parce que les cycles de Krebs sont saturés. Tous les cycles de Krebs sont occupés et donc je ne peux pas utiliser le cycle de Krebs dans la synthèse d'énergie. Au chimique, je commence à synthétiser de l'acétyl-CoA et cet acétyl-CoA, j'en produis avec des corps cétoniques. Des corps cétoniques et c'est pour cela qu'il y a une activation de la lipolyse et cette augmentation de la lipolyse qui est due à l'augmentation des besoins énergétiques, c'est l'augmentation de la lipolyse qui est responsable de l'augmentation des corps cétoniques. C'est l'augmentation de la lipolyse qui est responsable de l'augmentation des corps cétoniques. Ou diabétique, puisqu'on est en train de parler des deux. Diabétique, elle a le coma acidocétosique. Pourquoi j'ai une glycémie élevée et des corps cétoniques élevés? Ne rentre pas dans la glycémie. Ne rentre pas où? Oui, bravo, le glucose n'entre pas dans les cellules. En cas de diabète qui est insulinodépendant, j'ai du glucose. Le glucose est élevé. C'est une caractéristique, c'est une condition obligatoire à la définition de l'acidocétose diabétique. Je dois avoir du glucose élevé. Je dois avoir une quantité de glucose qui est élevée dans la cellule. Mais il n'y a pas d'insuline. Il n'y a pas d'insuline, donc il n'y a pas de fixation de l'insuline sur ces récepteurs à activité tyrosine-kinase. Donc il n'y a pas de message intracellulaire. Et le principal message induit par l'insuline, c'est quoi? C'est l'expression par exocytose des vésicules qui portent les GLUT4. Qui portent les GLUT4, qui sont des GLUT insulinodépendantes et qui sont censés s'exprimer à la surface cellulaire pour faire rentrer le glucose. Donc, pas d'insuline, pas d'expression des GLUT4, pas d'internalisation du glucose. La cellule n'a rien chez le glucose. Elle est en hyperglycémie, mais elle ne peut pas faire rentrer le glucose. Donc, elle se sent en hypoglycémie et elle active la synthèse des corps cétoniques et je vais avoir une augmentation de la synthèse des corps cétoniques. Chez le diabétique, c'est la non-internalisation du glucose qui est responsable de la synthèse des corps cétoniques. En cas d'intoxication au salicylé, c'est l'augmentation des besoins énergétiques qui est responsable, parce qu'il est en hyperthermie, elle est en train d'activer les besoins énergétiques et parmi eux la lipolyse et la synthèse des corps cétoniques. On continue. Il y a activation de la lipolyse par augmentation des besoins énergétiques, comme je viens de le dire. Excusez-moi, une question. Oui. Sur la série, c'est Très bien, les corps cétoniques font partie des anions organiques. Ils ne sont utilisés par l'organisme pour la rééquilibre. Ils ne sont pas utilisés. Les chefs qui écrivent la phrase, je vais voir s'il faut l'expliquer ou là. Ils ne sont pas utilisés par l'organisme dans la rééquilibration hydroélectrolytique ni celle acido-basique. C'est une proposition. La proposition B. Je vais faire la proposition B. La présence de corps cétoniques est liée à le déséquilibre électrolytique. Je vous ai dit, je vous ai répondu, et ça c'est très important aussi, je vous ai dit que la phrase elle est acceptable. لأنها صادرة من نفس المتواضعة كالتي في بدني. On va l'accepter, si vous permettez. قلت لكم بلي les corps cétoniques هو شنو قلنا؟ قراو مليح la proposition. قلنا بلي le déséquilibre hydroélectrolytique. Il est en train de supposer قلنا بلي le déséquilibre hydroélectrolytique induit la synthèse de corps cétonique. Je suis en train de vous dire non. Pourquoi? Parce que c'est des anions organiques. Arrêtez les troubles acido-basiques, s'il vous plaît.
Les troubles acido-basiques, est-ce que vous connaissez la définition du trop anionique? Le trop anionique, c'est quoi? C'est Na+, moins bicarbonate, moins chlore. Il est égal à 14 ou la 16, plus ou moins. D'accord? C'est pas important. S'il vous plaît, la notion, elle est très importante. Très importante parce que beaucoup d'étudiants la comprennent faux. Quand on parle d'une acidose à trop anionique élevé, est-ce que vous vous souvenez des acidoses? C'est quoi une acidose? Une acidose, c'est l'augmentation des H+, ou bien la diminution des bicarbonates. Acidose métabolique. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Il faut savoir que les anions organiques, ou les anions indosés, ce sont des molécules qui sont responsables d'acidose. Mais pas comme beaucoup le croient. Les corps cétoniques qui sont responsables d'acidose. La lactate, l'acide lactique, il est responsable d'acidose. Comment? Est-ce que les corps cétoniques vont libérer les H+? La majorité des étudiants croient ça. L'augmentation des corps cétoniques va libérer des H+, et provoquer de l'acidose. C'est faux. Comment alors? S'il vous plaît, on avait dit, essayez de voir la vidéo et des équilibres acido-basiques. On les a bien faites. S'il vous plaît. Prenez l'équilibre hydroélectrolytique et l'équilibre acido-basique sont intimement liés. L'organisme humain et tous les organismes vivants animaux équilibrent ou la réalisent l'homéostasie hydroélectrolytique en même temps que l'homéostasie acido-basique. Les molécules qui sont responsables de l'équilibration acido-basique, on a les mêmes molécules, ce sont les mêmes molécules qui sont impliquées dans la rééquilibration hydroélectrolytique. Maintenant, une perturbation acido-basique conduira à une perturbation hydroélectrolytique. Et une perturbation hydroélectrolytique conduira à une perturbation acido-basique. Regardez ce qui va se passer. Lorsque j'ai une augmentation des corps cétoniques, les corps cétoniques me libèrent sur H+. La caractéristique des corps cétoniques, c'est qu'ils sont chargés négativement. Donc, lorsque je prends une bouteille de salicylée ou une chobra, j'ai une augmentation de charge négative. Dans l'organisme. Qu'est-ce qu'il va faire l'organisme? La charge négative va être absente. Laisse-moi la charge négative. Très bien. Comment il va contrôler la charge négative? Par la molécule qui contrôle le lieu. Et les molécules qui contrôlent le lieu sont les molécules à système ouvert. Ils peuvent contrôler le flair, le poumon. La molécule par excellence, c'est la bicarbonate. L'organisme peut gérer son taux de bicarbonate. Quand la charge négative de l'écorce cétonique, il va la charge négative. Comment on va faire diminuer la charge négative? En éliminant des bicarbonates. Il va rétablir la charge en éliminant des charges négatives représentées par les bicarbonates. Le problème, c'est que même chez cet organisme-là, en éliminant les bicarbonates, il a réglé le problème hydroélectrolytique, puisque la charge négative s'est stabilisée, elle est redevenue normale. Mais il a éliminé des bicarbonates, et les bicarbonates ne sont pas impliqués dans l'équilibre électrolytique, ils sont aussi impliqués dans l'équilibre acido-basique. La diminution des bicarbonates est responsable d'une acidose métabolique à trop anionique élevé. Le trop anionique il est élevé parce que le trop anionique c'est quoi? C'est Na+, moins bicarbonate, moins chlore. Pour les bicarbonates, donc la différence elle sera augmentée. Et elle est représentée par quoi? Elle est représentée par les corps cétoniques. Les corps cétoniques, comment ils sont? Les corps cétoniques sont les bicarbonates. Or les corps cétoniques, c'est donc l'équation. L'équation fait un Na+, moins chlore, moins bicarbonate. طلعوا لي كورسيتونيك اساسا ما نحسبهمش نحسب برك باللي هبطت لا كلوريمين وكي هبطت لا كلوريمين جوي ان ترو انونيك élevé et c'est ça l'acidose métabolique à trop anonique élevé. Est-ce que vous avez compris? Dans ce cas précis, est-ce qu'on peut considérer que l'acide métabolique est un organisme compensable? Non.
Ce n'est pas un mécanisme compensatoire. C'est des phénomènes complètement indépendants. Et là, les salicylés activent les centres pulvaires, ça, hyperventilation. L'hyperventilation, elle provoque une alcalose. Ou bien les corps, les salicylés. Les salicylés, on arrive aux salicylés. Les salicylés, l'aspirine, elle est chargée comment? Elle est chargée négativement. Toute la charge négative, elle va éliminer les bicarbonates. Cette diminution de la bicarbonate est responsable d'une acidose métabolique atroanimique. Est-ce que c'est clair? Très bien, très bien, très bien. On avance. La lactatémie, elle est comment? Elle est élevée suite à l'inhibition du cycle de Krebs. Elle est élevée en cette de cas clinique que vous jugez inintéressant. Mais c'est très important, il faut maîtriser les troubles. La lactatémie, elle est comment? C'est bon, il reste un QCM. La lactatémie, elle est élevée. Pourquoi? Très bien. Et s'il vous plaît, le cycle de Krebs, wesh est nourri. Il est nourri, oui, elle est élevée, la lactatémie. Oui, pas seulement. Il y a une saturation du cycle de Krebs. Puisqu'il y a une saturation du cycle de Krebs, je ne peux pas activer le cycle de Krebs par l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, maintenant, je trouve le cycle de Krebs. L'acétyl-CoA, il dit le pyruvate. Et donc il y aura une accumulation, puisque les cycles de Krebs sont bloqués, il y aura une accumulation du pyruvate, et le pyruvate va être envoyé, va être transformé en lactate. Et le lactate va être envoyé vers le foie pour la néoglycogénèse. C'est le fameux cycle de Cori. Le cycle de Cori. Le cycle de Cori, il sera en activité musculaire intense. Alors, il sera le cycle de Cori en cas d'activité musculaire intense. Parce que lorsqu'il y a une activité musculaire intense, j'ai une saturation des cycles de Krebs. Et cette saturation des cycles de Krebs, parce qu'il y a une activation des muscles. Les muscles consomment beaucoup d'énergie. Et donc, ils vont utiliser tous les cycles de Krebs. La glycolyse va extraire le cycle de Krebs. Accumulation de pyruvate. Le pyruvate devient par la fermentation lactique lactate. Et le lactate est renvoyé du muscle vers le foie. Une néoglucogenèse. C'est les cycles de Cori. Donc les lactates seront élevés. Pour calculer le trou anionique, le paramètre biologique manquant est كاين حاجه on l'a pas cité. هاي باينه. تبدا بكلو وتخلص بمي. C'est la chlorine. Bravo. En tenant compte du contexte clinique, du tableau biologique, quel est le sens de variation attendue du trou anionique? Le trou anionique, qu'est-ce qu'il est élevé, normal ou là-bas? S'il vous plaît. Augmenté par la présence d'anions organiques. Où sont les anions organiques? C'est les salicylés. Vous voyez, quand on comprend la physiopathie, tout devient facile. Quel est le dosage qui vous permettra de confirmer le diagnostic suspecté? Supposons on s'était trompé وقلنا acidocétose. تبداو تتبحروا hémoglobine glyquée AGPO. هي راهي اون كوما راح ندير لها AGPO. D'accord. واش راح ندوزي؟ salicylés sanguins et ou urinaire. نشوف est-ce que صح شربت لي salicylés ou pas. D'accord. Très bien. Le traitement dans ce cas est... La question pour les puristes. Est-ce qu'il y a un antidote à les salicylés? Oui. Quel sera le traitement? Réhydratation. Bravo. La réhydratation. Quel utilisé avec le charbon activé que le... Non. Ce n'est pas efficace. On fait une réhydratation une perfusion jusqu'à réélever le pH. Donc, perfusion de soluté de bicarbonate jusqu'à un pH supérieur à 7,5. Je vous ai mis des détails qui sont le MC, urgence ou après. D'accord, le but est d'obtenir un pH urinaire. Je vous les QCM, les propositions des QCM, مكتوبين quelque part. Oui. Hadi. Oui, allez-y. Si vous avez un flash disk, je vous le remets à la fin de la séance. Voilà, on a terminé ce cas clinique. On passe aux autres QCM. Donc, on va voir des QCM typiques de l'examen TACOM.
D'accord? Très bien. Donc, le but est d'obtenir un pH urinaire supérieur à 7,5, idéalement entre 8 et 8,5. Un pH urinaire supérieur à 8, mais sanguin, attention. La natrémie reflète l'état d'hydratation intracellulaire, extracellulaire, global, capital sodium ou natriurése. Extracellulaire, c'est faux. Attention, attention, attention. La natrémie, s'il vous plaît, c'est une notion très importante. S'il vous plaît. La natrémie ne reflète que l'état d'hydratation intracellulaire. Attention, attention, attention. Faites-le bien sûr. L'état d'hydratation extracellulaire n'est pas reflété par la natrémie. Je peux avoir une volémie, je peux avoir une quantité d'eau importante dans le vaisseau sanguin, mais une quantité de sodium qui est plus importante que cette eau. J'ai une hyperhydratation extracellulaire. Donc ça, je suis en hypernatrémie. D'accord? Attention, l'hypernatrémie, elle définit quoi? S'il vous plaît. L'hypernatrémie, elle définit la concentration du sang. La concentration haja, ou le volume, c'est autre chose. Quand je vous dis que le sang est concentré, ça ne veut pas dire mais ça ne veut pas dire un sang concentré ne veut pas dire du sang qui ne contient pas beaucoup d'eau. D'accord? Je peux avoir une rétention d'eau et de sodium avec une rétention de sodium plus importante. Ça arrive dans un hyperaldostéronisme où je retiens le sodium, ou avec de l'eau. J'ai une hyperhydratation extracellulaire avec une hypernatrémie. Mais la concentration le sang, elle contrôle quoi? Elle contrôle le mouvement d'eau. Elle contrôle le mouvement d'eau entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Quand j'ai une hypernatrémie, ça veut dire que la concentration de sodium dans le sang est élevée. Et vous savez très bien que l'eau passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. L'eau passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc j'ai dans ma tête la notion que ce sodium est en train d'aspirer l'eau de la cellule. Et donc la cellule est en déshydratation. Attention, hypernatrémie, tout ça, oui, toujours, hypernatrémie, déshydratation intracellulaire. Hyponatrémie, hyperhydratation intracellulaire. S'il n'y a pas d'autre trouble, bien sûr. Hypernatrémie, déshydratation intracellulaire. Hyponatrémie, hyperhydratation intracellulaire. Et donc, ce sera la proposition A. D'accord? L'hyperhydratation globale associe une hypoprotéidémie, hypernatrémie, hématocrite bas. Je vais vous proposer un truc. J'ai trois notions, j'ai trois paramètres. Les paramètres que j'ai sont, c'est quoi? C'est la protéidémie, l'hématocrite et la natrémie. Ça ou là? Très bien. La protéidémie ou l'hématocrite, il reflète quelle hydratation? Bravo. Ou la natrémie, elle reflète quelle hydratation? Alors je suis dans une hyperhydratation globale. Hyperhydratation globale, où je m'entends? Hyperhydratation intracellulaire ou hyperhydratation extracellulaire? Nibda b'intracellulaire. Hyperhydratation intracellulaire. Qui fait ce qu'on a natrémie? Et hyponatrémie. Très bien. D'accord? Ou là, l'hyperhydratation extracellulaire, le sang, qui fait ce qu'on a protéidémie ou l'hématocrite? Donc, ce sera la proposition. Bravo. Hyponatrémie, hématocrite bas, hypoprotéidémie. L'hyponatrémie reflète une hyperhydratation intracellulaire et l'hypoprotéidémie, hématocrite bas, l'eau à l'intérieur des vaisseaux sanguins et donc une hyperhydratation extracellulaire. Hyperhydratation intracellulaire plus hyperhydratation extracellulaire veut dire hyperhydratation globale. La déshydratation extracellulaire associe protéidémie augmentée, hématocrite, natrémie. Est-ce que la natrémie sera prise en considération? Non. Très bien. Parce que la natrémie ne reflète que l'état d'hydratation intracellulaire. Puisque la natrémie n'intervient pas dans la régulation de l'état d'hydratation extracellulaire. Je suis une proposition la natrémie normale. À l'échelle de la natrémie normale, c'est vrai que le trouble
déshydratation extracellulaire. Il est accompagné d'une hyperhydratation. Donc on va le considérer comme étant isolé. On va considérer que l'état d'hydratation intracellulaire est normal. On va considérer que l'état d'hydratation intracellulaire est normal. Pour l'état d'hydratation intracellulaire normale, il faut la natrémie normale. Voilà, qu'il y a une seule proposition de faire la natrémie normale. Les deux autres paramètres, ils sont homogènes dans la théorie terre. C'est la proposition C. Et la proposition C, où je fais protidémie augmentée et hématocrite augmentée. Et c'est clair que l'hématocrite et la protidémie seront élevés au cours d'une déshydratation extracellulaire. Et donc ce sera la réponse C. Très bien, très bien. Pour une natrémie, puisqu'on me donne comme des calculs, d'accord, en mettant des questions des calculs, les examens, vous devez apprendre à calculer. Pour une natrémie de 150 millimol par litre, une glycémie de 2,5 grammes par litre, d'ailleurs, une urémie de 0,45 grammes par litre et une calcémie de 2,3 millimol par litre. De combien est l'osmolarité urinaire? S'il vous plaît, vous devez apprendre à calculer l'osmolarité. L'osmolarité, c'est 1 A plus, fois 2, plus urée, plus glucose. Mais vous savez très bien que le potassium, il est négligé. Ça compte par rapport au sodium, elle est très très moindre. Le problème, c'est que la glycémie et l'urée, donc là, c'est pour vous piéger. Est-ce que vous avez le calcium, s'il vous plaît? Non, le calcium. Je suis d'accord avec l'équation d'osmolarité. Et les deux autres problèmes, c'est le poids moléculaire du glucose et de l'urée. Le poids moléculaire du glucose est de 180 grammes par mol. 180 grammes par mol. Ou l'urée, c'est 60 grammes par mol. 60, je crois, grammes par mol. Donc on va essayer de calculer. Comment on calcule? Bon, ce sera 320, je pense. Donc voilà, j'ai fait des recherches. Osmolarité totale, c'est NA plus K, on a fois 2, plus glucose plus urée. Pourquoi fois 2? Pourquoi fois 2? Quand on calcule l'osmolarité, on prend le NA plus le K plus, on va voir en fait depuis la deuxième année, on a fait l'équation. Ça, NA plus K plus, fois 2. Pourquoi fois 2? On fait l'équation, vous ne pas. Vous la connaissez. 1 fois 2. Quelqu'un en physiologie. Qu'est-ce qu'il faut? Non. علاش هو عندك بالك لا bravo, excellent, parce que les NA+ ne sont jamais libres. Là, on est en train de négliger les ions chargés négativement. Le NA, mais je suis bon. D'accord, donc il y a toujours une molécule chargée, un ion chargé négativement qui l'accompagne. Ce sont les bicarbonates, ou le chlore, ou le phosphate, d'accord? Les ions chargés négativement. En fait, pour diminuer pour alléger l'équation, on a les charges positives, on les a multipliées fois 2. Parce que toute charge positive est accompagnée d'une charge négative. Toute charge positive est accompagnée d'une charge négative. Oui. Non? Oui, les deux fois 2. Un A plus K fois 2. Non? Oui. Oui, هو هذا الانdividu. Oui. هذا لا c'est un autre individu. Oui. 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 Pas les 2,5. ما حسبتش le NA. هذيك c'est l'équation chez la majorité des personnes.
D'accord, c'est le calcul que je trouve 290. Donc, on a le حل تبعهم كيفاش تخرج 290. هذا c'est l'équation normale. 285, normalement 285. D'accord, oui, je vous ai compris. D'accord. Très bien. Donc, c'est ça l'équation de l'osmolarité. Elle est multipliée fois 2 parce que on a omis les charges négatives, comme a très bien dit votre camarade. Maintenant, la notion d'osmolarité efficace, s'il vous plaît. On vous dit Na plus K plus fois 2 plus glucose. On a enlevé l'urée. Voilà. S'il vous plaît, ça veut dire quoi osmolarité efficace qui est cité dans vos cours? Qui peut me définir l'osmolarité efficace? L'osmolarité efficace est l'osmolarité efficace dans le transport ou dans les mouvements d'eau. C'est l'osmolarité qui intervient dans les mouvements des ions. Très bien. Donc l'osmolarité efficace est l'osmolarité qui intervient dans les mouvements d'ions. C'est quoi le phénomène d'osmose, s'il vous plaît? L'osmose est le phénomène qui permet le transport de l'eau. C'est le phénomène à travers lequel une molécule qui porte une charge ou une force oncotique a la capacité d'attirer l'eau à travers une membrane semi-perméable qui laisse passer l'eau mais qui ne laisse pas passer cette molécule. Le meilleur exemple, qu'on cite toujours et toujours, c'est la pomme de terre sur laquelle on met du sel. Pour une pomme de terre, pour une pomme de terre, d'accord? Parce que j'augmente la concentration sur la surface de la pomme de terre qui va attirer l'eau. Parce que l'eau va passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Très bien. La question maintenant que je vous pose, pourquoi? Donc, en calculant l'osmolarité, je suis en train de calculer toutes les molécules osmotiquement actives présentes dans le sang. Mais il y a une molécule qui s'appelle urée. L'urée, elle passe librement dans les deux sens. Quand j'ai une membrane plasmique, ça c'est une membrane plasmique. L'urée, elle peut passer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire et du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Donc elle n'intervient pas dans le transport de l'eau d'un milieu à l'autre parce qu'elle diffuse facilement et librement. Donc l'osmolarité efficace. C'est pour cela que l'urée n'est pas impliquée dans le calcul de l'osmolarité efficace. Très bien. كيفاش نحسبوا l'osmolarité عند هذا le monsieur? عندنا le sodium. Donc نحكم le sodium, je le multiplie fois 2. ما كاش le K+, معناتها il est négligé. ما نروحش نغلط نحسب le CA2+. Il ne faut pas comptabiliser le CA2+. On a les deux problèmes. Le premier problème c'est le glucose, le deuxième c'est l'urée. ما قالناش نحسبوا l'osmolarité efficace. قالنا نحسبوا l'osmolarité. On est d'accord? L'osmolarité. Très bien. Donc l'urée, le poids moléculaire c'est 60 grammes par mol. 60 grammes تقابلها 1 mol. 0,45 x. D'accord. Dès la règle de 3, x est égal à 7,5. Il y a 0,00 mol. تضربها في 1000 fois 1000. 7,5 millimol. Dès la même chose pour le glucose. 14. Donc 14 plus 7 plus 300, 321 à peu près. Donc la réponse juste sera 320. Et il y a 321 parce que même l'osmolarité, même le poids moléculaire, il n'est pas soit à 60. D'accord? Il faut apprendre à calculer. L'examen. Pour votre examen, j'en suis sûr. D'accord? Haya. Naam, question. Un autre QCM. L'hyponatrémie est un signe qui traduit hyperhydratation intracellulaire. Bravo. La déshydratation extracellulaire peut être due. S'il vous plaît, c'est un QCM un peu spécifique. Il est typique de vos examens. La réponse qu'il faudra cocher n'est pas sûrement celle qui est juste. Vous allez voir, parce qu'il faut le corriger des lignes. Une hypersudation, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, une oligurie, une gastroentérite aiguë. Et là, il faut cocher hypersudation. D'accord? Parce que le cours,
La gastro-entérite peut causer une déshydratation extracellulaire. Mais épidémiologiquement et cliniquement, les gastro-entérites, puisqu'il y a des diarrhées et tout, elles sont responsables très rapidement d'une déshydratation globale. D'accord? Même moi, le cours Taou, il a cité les déshydratations globales. C'est juste pour vous réveiller. Qarraw les cours ou qarraw tous les exemples. Parce que donc il faut répondre hypersudation. D'accord? Au cours de l'hyperhydratation intracellulaire, on a des œdèmes périphériques, un dégoût de l'eau et une hémoconcentration. Un dégoût de l'eau, une anorexie et une natrémie à 120. Une sécheresse des muqueuses, une soif et une natrémie à 250. Un pli cutané, une soif et une hémoconcentration. Des œdèmes périphériques, une hypertension artérielle, une hémodilution. Là, il y a un problème. œdème, hypertension, hémodilution. Extracellulaire. Hein? Hyperhydratation extracellulaire. Oui. D'accord. Hyperhydratation extracellulaire. D'accord. Les œdèmes périphériques reflètent un état d'hyperhydratation extracellulaire. L'hypertension artérielle et l'hémodilution aussi. Très bien. Rappelez-moi de le corriger avant de le publier. L'hydratation du secteur extracellulaire, ça c'est aussi intéressant. Elle dépend de la concentration extracellulaire de sodium, le capital hydrique, le capital sodé, la natrémie, la natriurèse. Très bien. Elle dépend du capital sodé. S'il vous plaît. Le capital hydrique contrôle surtout l'état d'hydratation intracellulaire et le capital sodé contrôle l'état d'hydratation extracellulaire. Pourquoi? Parce que l'eau suit le sodium et le principal ion extracellulaire, c'est le sodium. C'est le principal ion extracellulaire. Et les mouvements d'eau au niveau extracellulaire, ils sont contrôlés à travers les mouvements de sodium. Le système rénine, angiotensine, aldostérone, la filtration et la réabsorption de sodium. D'accord. Donc, c'est le capital sodé qui contrôle l'état d'hydratation extracellulaire. L'eau vasculaire, je sais que c'est barbant, mais il y a des questions de physiopathe. Hein. L'eau vasculaire représente en moyenne combien? 5%. Bravo, 5% du poids corporel. Vous devez les apprendre à la maternité. D'accord. Donc, l'eau représente 60% de la masse corporelle. Parmi eux, 60% sont intracellulaires, 35% sont extracellulaires. Parmi les 35% extracellulaires, la majeure partie est interstitielle, ou les 5% ou les 7% qui sont dans le milieu plasmatique. Donc voilà, c'est un peu, c'est facile, d'accord. 1 kg عنده 5 لتر دم. L'hypovolémie, en stimulant le système rénine-angiotensine, aboutit au niveau du tube contourné distal à. Là, tu fais les propositions. L'hyponatrémie au niveau du tube contourné distal. Le système rénine-angiotensine-aldostérone. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler la réabsorption de Na+ contre la sécrétion de K+ et H+. Bravo. Donc une rétention de Na+ contre une fuite de H+ ou de K+. Les œdèmes périphériques correspondent à les œdèmes. Les œdèmes périphériques correspondent à une rétention d'eau sans sodium. Ils correspondent à quoi? Une rétention d'eau et de sodium dans le milieu interstitiel. S'il vous plaît, l'eau, mais le milieu. Bon, les œdèmes, on est d'accord qu'un œdème, c'est l'accumulation d'eau au niveau du milieu interstitiel, mais chez intracellulaire. Ça, ou là, œdème, c'est milieu intercellulaire. Interstitiel. Très bien. C'est une rétention d'eau avec le sodium. On va dire comme l'eau suit le sodium, qu'il y a une règle. L'eau suit le sodium. Toujours. On va dire comme et l'effet de l'ADH. Alors, tu fais mal à l'ADH? Je suis tout là à l'ADH. L'antidiurétique hormone. Elle est responsable de quoi, puisque je suis tout là? Elle est responsable de la réabsorption d'eau isolée.
À travers, au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur, oui, par l'expression de... Excellent, à travers l'expression des aquaporines, ou les aquaporines, ce sont des transporteurs d'eau. Haya, كيفاش قلنا بلي l'eau ne migre qu'à travers le sodium. كيفاش هنا il va migrer isolément. Sans récepteur. Oui, sans récepteur. On bande. Ça comment l'eau Oui. Ça l'eau comment il va migrer comment l'eau elle va migrer toute seule. On bande. La force منين يجيبها؟ Une pression physique. Non, c'est faux. S'il vous plaît, allez. La question تقول السؤال يقول اجري $50,000 parce que vous avez choisi de continuer si ما تخرجوش ب 25,000 vous continuez pour $50,000 السؤال يقول comment les aquaporés qui permettent de transporter l'eau isolément sans sodium permettent de transporter l'eau isolée sans sodium. Alors qu'on a dit que l'eau suit toujours les mouvements de sodium, qui est une molécule osmotiquement active. Aïe. S'il vous plaît, au niveau des tubes contournés, du tube contourné distal et du canal collecteur, j'ai une différence de concentration entre la lumière tubulaire, entre le milieu tubulaire et le tissu interstitiel. L'interstitium rénal. Le phénomène de concentration d'élution des urines qui me permet toujours d'avoir des urines diluées au niveau du tube contourné distal. Je suis comme là. Alors le méchant, comment il est fait? Ou les vasorectas, ou le système à contre-courant. Le système à contre-courant, il permet quoi? Il permet d'avoir une structuration ou une mise en axe de mon rein ou de mon néphron. Le néphron est organisé de sorte à ce que les régions qui sont présentes au niveau de la partie corticale ont une concentration basse. Et plus je m'approche de la papille rénale, plus je m'approche du centre de la médula, plus la concentration augmente. Les différents phénomènes, c'est le transport à contre-courant. Oui, j'ai un transport isolé de l'eau, un transport isolé de sodium que je vous invite à découvrir plus pour atteindre la physiologie rénale. On ne va pas redétailler cela. Le plus important, c'est que l'eau, à travers le système à contre-courant, ça a des phénomènes d'absorption et de réabsorption qui يلحق l'eau, le tube contourné distal, du contourné distal, du canal collecteur, ce sera une eau diluée. Une eau diluée par rapport à quoi? C'est une eau diluée par rapport à l'interstitium. Le tissu c'est le tissu taille, c'est l'interstitium. Ou à l'intérieur de cet interstitium, j'ai des tubules, tube contourné proximal, vite, once de Henle, tube contourné distal et canal collecteur. Quand l'urine arrive ici, quand elle chemine ici, quand elle descend, c'est une urine qui est diluée. Et les aquaporines qui vont s'exprimer, ils vont ouvrir des canaux d'eau. Ils vont ouvrir des canaux d'eau pour que l'eau puisse passer librement. Ça passer librement grâce à quoi? Grâce à la différence de concentration de sodium entre le milieu interstitiel et le milieu urinaire, le milieu intratubulaire. Donc, puisque les urines sont diluées, elles vont passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, l'eau suit le sodium. Toujours. Même ici, je vais juste lui ouvrir la porte. Si je lui ouvre la porte, elle va être attirée. Elle va être attirée. Elle va être attirée. Si je n'ai pas soif, si j'ai assez d'eau, je ne vais pas exprimer, je ne vais pas stimuler la DH. Et donc, l'urine va être éliminée. L'eau va être éliminée dans les urines. Par contre, si j'ai une osmolarité augmentée, il y aura une expression, une synthèse de l'ADH, une libération de l'ADH. L'ADH va stimuler l'expression des aquaporines et les aquaporines vont permettre la réabsorption d'eau et l'eau va cheminer dans les vases recta pour remonter dans la circulation générale. Et donc l'eau suit le sodium, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation.
L'œdème périphérique peut se former lorsque diminue la pression veineuse, artérielle, oncotique, hydrostatique, lymphatique. Quelle est la pression qui en diminuant? Très bien, c'est la pression oncotique. C'est la pression oncotique. Et vous savez très bien que le sang possède une pression oncotique exercée principalement par les protéines et par les différentes charges présentes dans le sang, puisque ces charges vont retenir l'eau et le sodium. Très bien. Au cours de l'insuffisance rénale organique, maintenant on dit une nécrose tubulaire. Organique, maintenant le rein est atteint. S'il vous plaît. Il y a plusieurs types d'insuffisance rénale. Il y a plusieurs types de classification des insuffisances rénales. Une insuffisance pré-rénale, rénale, post-rénale, par obstruction, une insuffisance organique, une insuffisance fonctionnelle, blablabla. Bref, là on va essayer de faire, puisqu'on est concentré sur l'examen, qu'il y a un tableau يحفظ بأرقامه وأعداده وكل مكوناته تحفظوه وين تلقاو 30 تحفظوا باللي 30 وين تلقاو باللي 1.05 تحفظوا 1.05. D'accord? Vous allez l'apprendre. Je vais vous le montrer, vous allez l'apprendre. Très bien. On va essayer de répondre en QCM. Vous voulez qu'on la réponse, on explique. Est-ce que vous avez une cours? On va vous montrer les réponses. Allez, pour vous. Oui. Bien sûr, s'il te plaît. Pour vous montrer comment il faut réfléchir devant ces QCM. S'il vous plaît. On va imaginer ou là on va supposer un truc. D'accord? On va supposer quelque chose. La chose où je te l'insuffisance rénale fonctionnelle, elle n'est pas si grave, biologiquement. Elle n'est pas si grave par rapport à l'insuffisance rénale organique. Donc, qui me donne comme les propositions? Qui te une proposition mliha pour l'organisme? On va faire l'insuffisance rénale fonctionnelle. Qui te une machine mliha, on va faire l'organique. Ça va vous faciliter les choses, les trucs. Un rapport urinaire sur urée plasmatique bas, un rapport urinaire sur urée plasmatique bas. C'est au cours de l'insuffisance rénale, on cherche l'insuffisance rénale organique. Un rapport urinaire sur plasmatique bas. J'ai plus d'urée dans le plasma que dans les urines. Est-ce qu'on a fait une insuffisance rénale organique? On a fait l'organique qui est machine là. Donc je fais voilà. Vous m'avez dit que ماشي هنايا ماشي مليحه صافي كاين في l'organique. On est d'accord? Un rapport créatinine urinaire sur créatinine plasmatique élevée. Créatinine urinaire sur créatinine plasmatique élevée. Maintenant, j'ai plus de créatinine dans les urines que dans le sang. Maintenant, le sang arrive encore à filtrer la créatinine. Organique. Donc, on ne prend pas la B. On prend la A et on ne prend pas la B. Un culot urinaire riche en cellules. Le rein est en train de perdre des cellules. Organique. Très bien. Donc, on est A et C. Vous êtes tous d'accord? Très bien. Un rapport NA urinaire sur K urinaire augmenté. S'il vous plaît, la fonction du rein, c'est de récupérer, à travers le système rénine-angiotensine aldostérone, c'est de récupérer le NA+, et d'éliminer le K+. Attention, le K+ urinaire doit être augmenté par rapport au NA+. Le NA+ est presque totalement réabsorbé en conditions normales. Le NA+ est presque totalement et quasi totalement réabsorbé. Maintenant, le NA+, les urines, c'est quelque chose de très mauvais. On a un rapport NA sur K urinaire augmenté. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Non. Est-ce qu'on dit l'organique? Oui. Donc, on a A, C, D. Une natriurèse basse. Une natriurèse basse. Natriurèse basse, مليحة ولا مش مليحة؟ مليحة. Natriurèse, on a bien la fonction du rein est de retenir le sodium. Réabsorbe. Oui, la natriurèse, c'est le sodium dans les urines. Donc, qu'est-ce qu'on a la natriurèse basse? مليحة ولا لا؟
Une autre URS basse. Maintenant, je n'élimine pas beaucoup de sodium. C'est bien ou pas? Est-ce qu'on l'apprend? Non. Donc ça sera... Bravo. A, C, D. C'est le meilleur moyen de répondre en comparant entre l'insuffisance rénale fonctionnelle et l'insuffisance rénale organique. Voici le tableau qu'il faut apprendre. D'accord? C'est des questions hyper bombables. D'accord? Donc il faut les apprendre. La différence biologique entre une insuffisance rénale fonctionnelle et une insuffisance rénale biologique. L'urée plasmatique. Urée plasmatique, dans les deux insuffisances rénales, elle est augmentée. Ça, bien sûr, elle sera plus augmentée que l'insuffisance rénale organique. La créatininémie, regardez, créatinine. L'insuffisance rénale fonctionnelle, elle est normale ou peut augmenter. Voyez, par contre, l'insuffisance rénale organique, elle est augmentée. Tout ce qui n'est pas bien, c'est l'insuffisance rénale organique. D'accord? Ou mettre le kawash l'insuffisance rénale fonctionnelle. Attention, ce n'est pas ce qui se passe en vrai. L'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est une insuffisance rénale. D'accord? C'est juste pour que vous arriviez à comparer, à répondre aux questions. La natriuérèse, regardez. L'insuffisance rénale fonctionnelle, on ne cache, mais elle est inférieure à 20. Elle est supérieure à 30. Donc on peut l'oublier, la fonctionnelle, elle est plus basse que l'organique. La natriurése, elle est basse. Pourquoi? Parce que je peux encore arriver à récupérer une certaine partie de mon sodium. J'ai une fonction rénale qui est un peu active. Très bien. La fraction d'éjection du Na+. C'est la même chose. La fraction excrétée, pardon. La fraction excrétée de Na+. Elle est basse, la fonctionnelle, ou élevée, l'organique. Puisque on a l'excrétion du Na+, voilà. Encore, le Na+, sur le K+ urinaire. Na+ sur K+ urinaire. Qui compte à la mlih ou la mlih? ماشي مليح دونك نلقاوها هابط في لا فونكسيونيل انفيريور ا 1 وطالع في الاورغانيك هيا urée sur P pardon concentration urinaire sur concentration plasmatique là vous vous concentrez hein la concentration de l'urée ou t'as la créatinine ou t'as les osmoles bien ثلاثه la concentration urinaire on va les considérer ensemble hein, puisque c'est la même chose urée créatinine osmole d'accord. Osmol total, ماشي صوديوم. كيكونوا هنا c'est le rapport urinaire sur le rapport plasmatique. L'urine est censée éliminer l'urée, la créatinine et les osmoles en plus. Donc qui نلقاهم طالعين في les urines. Est-ce que c'est bien? Oui. Donc نلقاهم دائما élevé هذا le rapport élevé في fonctionnel, élevé في fonctionnel, élevé في fonctionnel alors qu'il est bas في l'organique. Parce que pourquoi il est bas? Il est bas parce que le rein n'arrive pas à filtrer le sang. Il n'arrive pas à filtrer l'urée. Donc l'urée reste dans le plasma. Donc le rapport de l'urée urinaire sur plasmatique, il est bas. Il y a moins à peu près, il y a moins d'urée dans les urines que dans le plasma. Maintenant, je n'arrive pas à éliminer l'urée. C'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de mauvais. Donc, tu vois la notion de tu vois, est-ce que مليحة تحطوها في fonctionnel إلا ماشي مليحة تحطوها في organique. Facile, massif. De rien. Allez. La fraction excrétée de sodium est inférieure à 1%, suggère une insuffisance prérénale. Une insuffisance prérénale, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle, d'accord? Par hypovolémie. Encore du syndrome néphrotique. Syndrome néphrotique, au cours duquel il y a une atteinte de la membrane de filtration rénale, les cellules mésangiales ou les cellules de la membrane basale rénale n'arrivent plus à retenir l'albumine, où j'ai une fuite d'albumine et donc une albuminurie.
qui définit mon syndrome néphrotique. Une albuminurie importante, j'ai une élimination de l'albumine. Élimination de l'albumine, ça veut dire quoi? Sachant que l'albumine est la plus grosse protéine du sang, c'est la protéine la plus chargée, elle est chargée négativement, elle intervient dans la pression oncotique du sang. Une élimination ou une perte de ces albumines entraînera une perte de la pression oncotique, et donc j'aurai la formation d'œdème, apparition d'œdème, c'est juste. Le syndrome néphrotique, les enfants ont des œdèmes. Des œdèmes parce qu'il n'y a plus de protéines dans le sang, il n'y a plus de force de charge qui puisse retenir l'eau. L'eau va fuir le sang pour aller dans le milieu interstitiel. Eau et sodium. Hein? Hyperaldostéronisme secondaire. J'ai une élimination de l'albumine. L'albumine est une hypovolémie. L'hypovolémie, elle va activer le système rénine-angiotensine pour réabsorber le sodium avec de l'eau. Donc oui, une fuite urinaire d'albumine, par définition, une pression oncotique passe. Oui, tous ces éléments. Tous ces éléments. Le potassium. كنت حاب كيف نديروا une bonne partie à le potassium بصح ما يكفيناش الوقت malheureusement. Donc on va se limiter à ce QCM. Intervient à l'excitation neuromusculaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc le potassium, est-ce qu'il intervient dans la force musculaire? Oui. Dans l'excitation, pardon, neuromusculaire? Oui. Est un ion principalement plasmatique. Intervient dans la coagulation. Éliminé à 90% par voie digestive. Non, il est éliminé principalement grâce au système rénine-angiotensine qui récupère le Na+, et élimine le K+. Et absent dans les hématies. Donc ce sera la proposition A. Voilà, on a terminé avec la physiopathie, on entame la microbio.